Salut camarades! Dernier volet de la trilogie consacrée au plus grand empereur germanique du Moyen-Âge, Frédéric II, personnage longtemps aussi admiré que haï, entouré qu'il est de tant de mythes ayant fait sa légende, le tout rendant celle-ci difficile à interpréter, pour y démêler le vrai du faux, l'authentique du fantasmé, l'historique du légendaire, l'avéré de la calomnie. Mais alors, pourquoi un tel imbroglio? En tant qu'empereur, on l'a vu, il se devait d'assurer le salut du monde chrétien conjointement avec le pape. Mais en ce XIIIe siècle plein de bouleversements, les pontifes cherchaient précisément à imposer leur pouvoir suprême, au moins d'arbitre, au souverain temporel. Or Frédéric, en tant qu'empereur, roi de Sicile et roi titulaire de Jérusalem, était le plus grand prince chrétien de son temps. Autant dire qu'il allait servir d'exemple, ou du moins qu'il ne pouvait pas ne pas être dans le collimateur pontifical. De fait, l'Église ne voulant l'accepter que comme bras armé et non comme égal, ce qui ne pouvait à l'inverse concorder avec l'affirmation progressive du pouvoir de Frédéric, de plus en plus convaincu d'être élu de Dieu, les relations entre les deux s'envenimèrent lentement, et malgré des tentatives régulières de conciliation, s'enfermèrent dans un dialogue de plus en plus sourd dont les conséquences allaient s'avérer tragiques. Car ce bras de fer titanesque n'allait pas simplement mobiliser des ressources venues de l'Europe entière sur de sanglants champs de bataille. En cette période d'effervescence spirituelle, il a aussi mobilisé tout un registre religieux, politique, culturel, symbolique, dans une redoutable guerre de propagande d'autant plus efficace que les populations croyaient alors avec ferveur en l'imminence de la fin des temps. Ainsi, bien loin du puer Apoulier, l'enfant d'Apulie qu'il était, figure christique de pureté, enfant chéri de l'Église devant apporter la concorde à la chrétienté, né même le lendemain du jour anniversaire de la naissance du Christ, on l'a vu devenir la Stupor Mundi, la merveille du monde, l'élu de Dieu, libérateur de Jérusalem et incarnation même de la Justitia sur terre, mais dont le surnom déjà nous indiquait la crainte qu'avaient ses contemporains de son rapport à Dieu, qui à leurs yeux frôlait l'impiété, voire le sacrilège. De là à ce que, au milieu de ce climat ambiant de crainte d'une toute proche apocalypse, l'Église l'accuse d'être non pas l'élu de Dieu, un nouveau Christ, mais précisément l'inverse, l'antéchrist usurpant l'identité christique, il n'y a qu'un pas. Mais dites-vous bien aussi que si jamais elle le franchit, l'Église ne pourra plus reculer. Elle ne saurait dès lors plus se contenter de la simple soumission ou même défaite de Frédéric. Il faudra qu'il disparaisse, et avec lui son sang, la maudite race des Stauffen depuis longtemps menaçante pour le Saint-Siège, qu'il faudra éradiquer jusqu'au dernier. Mais avec celle-ci, c'est hélas une part même du Moyen-Âge qui mourra. De fait, ça s'annonce mal. Malgré une quasi-décennie d'entente cordiale savamment travaillée avec le pape, nous l'avions laissé au point mort avec celui-ci. Le 20 mars 1239, Grégoire IX l'excommuniait. Après, soit, c'est pas la première fois, il finit par avoir l'habitude, Frédéric. Typiquement, comme en 1227, le pape envoie des franciscains et dominicains dans les terres impérialo-siciliennes pour relever les sujets de Frédéric de leurs serments et obligations envers lui, envoie des messages en tous sens à travers l'Europe pour dénigrer l'empereur, mais aussi pour trouver des fonds ainsi que des mercenaires, etc. Rien de très nouveau donc. Sauf que la dernière fois, il n'avait pas osé appeler sa guerre une croisade, et n'avait pas mis sur l'épaule de ses combattants la croix, mais les clés de Saint-Pierre. Là, on se fait plus de politesse, on passe le cap, ça n'est plus une guerre contre l'empereur, mais officiellement une croisade contre celui qu'on nomme donc désormais l'Antéchrist. Ça pue. Mais au moins en un sens, Frédéric a les mains plus libres. S'il marchait jusque-là sur des œufs avec le pape depuis 1230, il peut y aller plus franco désormais. Déjà, n'avoir plus aucun scrupule à utiliser la force comme outil de négociation, en Lombardie notamment, et ensuite occuper tout bonnement l'Italie centrale, principalement les marches de Spoleto et Ancona, que se disputent pape et empereur depuis belle lurette. Non seulement ça permettrait de faire pression sur Rome, mais en plus ça permettrait stratégiquement de maintenir une voie terrestre entre ces terres du nord et du sud. Il y va donc d'autant plus joyeusement qu'il pense sans doute qu'une victoire lui ouvrirait, comme 10 ans plus tôt, la voie de la réconciliation avec le pape. Ce qui est peut-être pas la meilleure idée, ça on aura l'occasion d'y revenir. Il réorganise les terres qu'il occupe ainsi en provinces dépendant de vicaires généraux au plein pouvoir, qu'il nomme lui-même, au fur et à mesure de plus en plus parmi ses proches et ses parents. Typiquement, il fait de son fils naturel Enzio, le roi de Sardaigne, né vers 1218, le vicaire de toute l'Italie, le légat général, son second donc. Le tout selon sa volonté d'intégrer de force l'Italie dans l'Empire, comme le royaume qu'elle est supposée être, et souhaitant précisément sans doute y étendre les principes administratifs déjà rodés en Sicile. Sauf qu'en face, on lui répond par une alliance entre le pape, Plaisance, Milan ainsi que Venise et Gênes, qui non seulement prévoit qu'aucun des alliés ne peut faire de paix avec Frédéric sans l'accord des autres, et pire encore que Venise, Gênes et les troupes pontificales envahissent la Sicile. Sicile où Frédéric, monopolisé par les affaires germaniques, n'a pas foutu les pieds depuis près de 5 ans, et dont il est physiquement coupé précisément par les territoires pontificaux. La menace est donc sérieuse.
Et il plaît pas à Freddy, il faut pas toucher à sa chère Sicile. Envoie-moi tout le monde. Comment ça, tout le monde? J'ai dit tout le monde! De fait, ni une ni deux, il met le Regno en état de défense. On fusionne les administrations sicilienne et impériale en une seule, qui suit l'empereur partout où il guerroie. On simplifie l'administration locale tout en augmentant les effectifs de la chancellerie impériale. On communique par voie maritime uniquement. On nomme des grands capitaines de confiance pour tenir le royaume. On ferme hermétiquement les frontières en coupant ou surveillant minutieusement les communications avec l'extérieur. On fortifie les dites frontières en y foutant des garnisons plus importantes, ou en lançant la construction de nouveaux châteaux, ça on aura l'occasion d'en parler la prochaine fois. On surveille activement les côtes, on ramasse de la thune par tous les moyens possibles, le tout en un rien de temps. Et évidemment, c'est aussi la chasse à la cinquième colonne. On expulse les ordres mendiants, on exproprie templiers et hospitaliers, et on purge le clergé sicilien de tout élément fidèle au pape, pour, au contraire, constituer un clergé entièrement dévoué à l'empereur, et surtout officiant malgré l'excommunication. De même, jamais trop prudent, on expulse la noblesse qui s'était rebellée en 1229, et leurs parents et proches avec. Tout comme les parents du clergé restés fidèles au pape. Bref, on fait le ménage drastiquement. Puis alors, quand je dis drastiquement, ça y va. Si on a un soupçon sur un noble, paf, on l'envoie combattre en Lombardie, ou plus souvent encore en Terre Sainte, tandis que sa famille est dès lors considérée comme otage. Otage qu'on collectionne, et dont on n'hésite pas à se servir. Frédéric fait par exemple pendre en représailles le fils du doge de Venise qu'il avait capturé à Cortenuova, ou fait cramer, dit-on, la fille du podestat de Ravenne, une fois que celui-ci rallie le pape et ses alliés. Et encore, petite forme, en 1241, il détruira carrément la ville de Benevento, enclave pontificale dans le Regno, qui précisément accueillait les rebelles siciliens. Mais on l'évoquait, cette guerre se joue avant tout sur d'autres plans, et ce sont ceux-là qui ont fait entrer Frédéric dans la légende. À une époque très religieuse où l'on croit la fin des temps imminente, potentiellement pour les années 1250-1260, on cherche à se gagner l'adhésion des foules en présentant l'autre comme l'ennemi numéro 1 de la chrétienté. Ainsi, les chancelleries impériales et pontificales vont désormais rivaliser de virtuosité et d'éloquence pour s'envoyer des tartines de fion, avec copie pour l'Europe entière, dans ce qui est peut-être la plus grande bataille médiatique jamais vue jusque-là en Europe. Et tout est bon, on s'accuse mutuellement d'être un mauvais chrétien, un adorateur de Muhammad, un faux prophète, l'une des têtes du dragon de l'Apocalypse, etc. Ainsi, puisque Grégoire IX inonde le monde chrétien de propos calomnieux sur l'empereur pour mieux justifier sa croisade contre lui, l'accusant d'être blasphémateur, hérétique, l'antéchrist en personne, etc., Frédéric, qui s'est mis dans la poche quelques-uns de ses petits copains monarques, comme Henri III d'Angleterre ou Louis IX de France, qui cherche plutôt la neutralité mais qui écoute quand même Frédéric, eh bien celui-ci attaque à son tour le pape sur son terrain, la légitimité religieuse. Or, dans ce climat eschatologique, où d'une part on espère alors le retour d'une église des premiers temps, pauvre et humble, celle des apôtres, et de l'autre le retour de l'Empire romain du temps d'Auguste, où la justice et la paix régnaient, dit-on, l'empereur et sa chancellerie vont désormais d'autant plus jouer cette carte que Frédéric est de plus en plus convaincu de sa mission divine, voire même de sa nature divine. My God! Yes. No, nothing. Ainsi, puisqu'aux yeux de ses contemporains, depuis sa naissance, il passe alors de plus en plus pour être un empereur prophétique, voire messianique, capable d'apporter aussi bien le bien absolu que le mal absolu, beaucoup commencent à voir en lui le souverain providentiel venu pour purifier le clergé de ses vices. Il va donc en jouer d'autant plus que sa foi personnelle semble aussi aspirer à une église simple et humble, appréciant par exemple particulièrement les modestes cisterciens. Il reproche ainsi au pape les fastes de l'église et ses accointances avec des usuriers de tout poil, notion particulièrement parlante à l'époque, quand on voit notamment l'émergence peu avant des franciscains prêchant la pauvreté. Franciscains dont Frédéric, comme pour mieux discréditer le pape, attire alors à lui justement quelques membres éminents, comme Élie de Cortone, l'un des premiers compagnons de François et successeur de celui-ci. Même si, bon, justement de manière assez éloquente, on reproche à Élie d'être trop autoritaire et porté sur les fastes. Mieux encore, Frédéric reproche au pape de s'acoquiner avec les Lombards, milanais particulièrement, alors même que c'est là un nid d'hérétiques en tout genre, fait reconnu par les autorités religieuses et contre lequel ils s'étaient associés jusque-là dans leur lutte commune contre l'hérésie. Même si en réalité, dès qu'elles se sont retrouvées dans le camp pontifical, les autorités lombardes ont complaisamment commencé à pourchasser les hérétiques. Mais bref, à l'entendre, cette alliance contre nature ferait quasiment du pape un hérétique lui-même, tandis qu'à l'inverse, Frédéric lutte précisément contre ceux-ci, tout comme, des os pas des os, il a libéré Jérusalem, contre l'avis du même pape qui plus est. Or, d'autre part, à propos de Jérusalem, la trêve de 10 ans avec Al-Kamil s'est terminée précisément en mars 1239, tandis qu'on excommuniait l'empereur. Donc une nouvelle croisade pourrait avoir lieu, on y réfléchit ainsi depuis 1234. Et pourtant, là aussi, qui s'y oppose paradoxalement après avoir absolument voulu l'organiser? Le pape,
qui préfère employer les croisés pour sa croisade personnelle contre Frédéric, et qui sait aussi mieux que personne qu'une croisade en Terre Sainte risquerait de renforcer le prestige et le pouvoir de celui-ci, à plus forte raison qu'il le ferait au détriment de Venise et Gênes, de plus en plus solidement implantés en Terre Sainte, depuis l'effondrement du pouvoir royal, et qui sont désormais les alliés du pape. Frédéric donc se déclare d'autant plus désireux de reprendre la tête d'une potentielle croisade, qu'il peut publiquement se plaindre d'en être incapable tant que le pape s'obstine et menace ses terres, comme la dernière fois. Autant vous dire que la chrétienté, c'est chamaillerie, elle en a marre. Ils sont de pire en pire. Madame, on peut sortir? Non! Mais madame, c'est lui qui a commencé! C'est vous qui avez commencé. Ouais, Vous êtes punis! Ouais, bien sûr, miroir magique. De fait, devant ce nouveau conflit, encore plus intense que le précédent entre les deux leaders du monde chrétien, nombreux sont ceux en Europe qui s'avèrent inquiets ou saoulés et cherchent un potentiel terrain d'entente. Ainsi germe l'idée d'un concile général où l'on pourrait discuter de tout ça. Mais si Frédéric n'est pas forcément contre au début, confiant dans son bon droit et se voulant de bonne foi, il finit par se méfier de cette idée, qui pourrait n'être qu'un énième piège du pape destiné à le mettre au pied du mur. Bah oui, demander à l'Église de régler un contentieux qui concerne l'Église, c'est un chouïa déséquilibré. Frédéric y va donc encore plus frontalement sur le terrain, entrant début 1240 dans les territoires pontificaux, depuis longtemps disputés par les empereurs, les marches d'Ancona et de Spoleto, dont les cités s'ouvrent à lui sans combattre. Puis il continue son avancée dans les territoires pontificaux, notamment en Tussie romaine, dont la capitale est Viterbe. Il pourrait ainsi, sans grande peine, marcher sur Rome, où il a toujours le vent en poupe parmi les Romains, contrairement au pape, qui est de plus en plus impopulaire au fur et à mesure de son mandat et de son obstination anti-impériale, qui n'augure rien de bon. Mais Frédéric n'en fait rien parce que contrairement à la réputation d'anticlérical ou d'athée qu'on lui prête souvent, il ne veut une fois de plus ni passer pour un ennemi de l'Église, ni faire du pape un martyr. Philippe le Bel aura beaucoup moins de scrupules en faisant mettre une baigne à Boniface VIII par exemple, et de la même manière, dans des cas similaires, d'autres empereurs ne se sont pas gênés pour s'emparer du pontife ou faire élire à sa place un antipape, etc. Frédéric, jamais. C'est peut-être pas l'envie qui manque, mais la plupart du temps, il veut juste faire pression ce qu'il faut pour que la situation se règle en sa faveur, à savoir pour qu'il puisse diriger ses royaumes sans ingérence de l'Église, mais sans léser celle-ci pour autant non plus. Cela dit, ça, sur le coup, Grégoire IX peut pas en être trop certain non plus. Inquiet de la progression impériale, mais toujours aussi résolu à ne rien lâcher, il organise une grande procession dans la ville éternelle avec les reliques des saints Pierre et Paul, protecteurs de la cité, grâce auxquels le vieux brigand, d'autant plus éloquent et inspiré qu'il est plus convaincu que jamais de la justesse de sa croisade anti-impériale, retourne brillamment l'opinion des Romains en sa faveur, les entraînant provisoirement dans sa guerre sainte pour protéger Rome et son Église contre l'empereur Antéchrist. We pray for those who must continue to live under tyranny and in fear for their lives and for their souls. We pray the king ceases to listen to evil counsel and returns to obedience and the true faith before it is too late. Du coup, la marche triomphale sur Rome, c'est pas pour tout de suite. Frédéric retourne donc brièvement en Apulie, afin de réunir une plus grande armée encore, tout en tentant une fois de plus de se rapprocher des cardinaux, eux-mêmes soucieux de l'entêtement du pape qui pourrait mettre salement l'Église en danger. Puis, avec la dite armée, Frédéric reprend ensuite fin 1240 la direction du nord, où il est en train de perdre du terrain face aux Lombards, toujours en pleine bourre et alliés au pape, évidemment. Il reprend ainsi Ravenne avant de longuement assiéger Faenza qui se rendra 6 mois plus tard, en avril 1241. Bref, vu que la situation s'enlise, visiblement, l'idée du concile pour régler tout ce merdier est de plus en plus mise en avant. Malin et menacé, le pape s'en empare donc, puisque c'est sa prérogative, et propose de le réunir en 1241, très probablement moins dans l'optique de régler leurs différends que de prendre carrément l'ascendant sur l'empereur avec tout le poids de l'Église, comme Frédéric le soupçonnait en gros. Et alors du coup, si vous les trouviez déjà véhéments, dites-vous qu'on va encore passer un cap. D'abord, Frédéric refuse d'assurer la protection des participants au concile pendant leur voyage jusqu'à Rome. Il est gentil, mais il va peut-être pas faciliter la tâche à ceux qui vont très probablement la lui mettre à l'envers. Il leur déconseille même vivement de faire le voyage, quand il ne les empêche pas carrément de s'y rendre par voie terrestre. Mais qu'à cela ne tienne, le pape fait alors affréter une flotte par ses alliés génois pour amener par voie maritime les prélats et le pognon demandé à travers l'Europe pour sa croisade jusqu'à lui. Ok, donc on veut jouer en fait. Très bien. Du coup, Frédéric, d'autant plus en pleine bourre qu'il vient d'obtenir la reddition en avril 1241 de Faenza, épuisé par le siège, ce qui fout un sacré coup à ces emmerdeurs de Lombards, affrète aussi une flotte, mi-sicilienne, mi-pisane, d'une 50aine de navires, et l'envoie sur la gueule des navires génois, qui trimballent les curetons, qu'ils interceptent le 3 mai, à Giglio.
Résultat, 3 navires génois coulés, les religieux à bord noyés, dont un archevêque, 22 navires capturés, peut-être 2000 morts et 4000 prisonniers parmi les guelfes, dont 100 prélats, parmi lesquels 3 légats du pape, dont 2 cardinaux, les abbés de monastères parmi les plus réputés d'Europe, et quantité d'archevêques, que, bonus, on envoie tous recta en zonzon, histoire de faire d'autant plus pression sur le pape que celui-ci vient de perdre son concile, aussi bien que les fonds pour sa croisade. Ah, il avait prévenu, Frédéric, hein. Eh bien, allez au diable! Et noyez-vous! Merci! Vous savez nager, au moins? Ha! Comme une brique! Mais attention, faudrait pas imaginer que l'empereur veut du mal à l'Église ou au pape. Mieux, grand prince, il continue ensuite à faire des approches diplomatiques envers Rome, pour régler tout ce petit malentendu d'excommunication. Approche systématiquement rejetée par un pape curieusement boudeur. Oui, non, faut dire que là, ça commence à ressembler sérieusement à de la provoque, quand même. Frédéric est allé trop loin, l'Europe est scandalisée par l'affaire, et il faut avouer qu'envoyer des soutanes à la flotte par paquet de 10 donne légèrement du crédit aux accusations antéchristiques portées contre lui. Ça pourrait donc mal se mettre pour sa pomme, mais lui qui d'ordinaire gère mal son timing, est cette fois opportunément sauvé par le gong mongol. Et oui, pendant qu'il coule du curton, paf, les Tatars, par la Pologne puis l'actuelle Roumanie, s'approchent d'Europe centrale, défonçant allègrement Polonais, Hongrois et quelques Allemands, sans pour autant vraiment toucher à l'Empire germanique. Enfin, tout le monde flippe. Heureusement donc pour la Stupor Mundi, l'Europe a soudain plus urgent à gérer côté menace pour le monde chrétien. Mieux encore, il y a peut-être même moyen de passer pour le sauveur. De fait, dites-vous que la situation est si catastrophique que le roi Béla de Hongrie propose à Frédéric la suzeraineté sur son royaume s'il vient dardard taper du tatar, ce que les princes de l'Empire, inquiets, lui demandent aussi de venir faire. Mais le rusé Frédéric, ne comptant nullement relâcher la pression sur Rome à un moment si crucial, profite plutôt de la situation pour faire d'une pierre deux coups. Comme souvent. Sans se déplacer sur les lieux, pas fou, hein, la dernière fois qu'il est parti au front contre les ennemis de la chrétienté, le pape en a profité pour envahir la Sicile, il appelle toutefois les différents princes européens à s'unir face à ce danger, à fortifier leurs villes et protéger leur population, leur donnant des conseils, décrivant avec une certaine précision l'ennemi mongol, bref, se posant donc ainsi pour changer comme le protecteur du monde chrétien. Une fois de plus, à l'opposé du vilain Grégoire IX, évidemment. Car dans l'argumentaire ainsi développé par Frédéric II et sa chancellerie, c'est bien l'obstination anti-impériale du pontife qui empêche l'empereur de pouvoir se rendre sur place pour lutter contre les ennemis de la chrétienté. Ce à quoi les partisans du pape répondent plutôt qu'au vu de l'improbable coïncidence de timing, Frédéric a au contraire appelé les Mongols pour le soutenir dans ses méfaits antéchristiques. Ils en voudraient pour preuve le fait qu'ils les décrivent assez bien, ce qui indiquerait qu'il les connaît. Tu vois où ça nous mène, tes extravagances? Et dans 5 minutes, ce sera de ma faute! Bah naturellement que c'est de ta faute. Mieux encore, la croisade en Terre Sainte, d'où les nouvelles ne sont pas très bonnes, croisade que bon nombre de barons semblent désireux de faire, est toujours ajournée, le pape privilégiant celle contre Frédéric, avec un argumentaire simple mais efficace en soi. Pour bien gérer les ennemis extérieurs de la chrétienté, faut d'abord se débarrasser des ennemis intérieurs. Sauf que les pèlerins voient malgré tout moins de sainteté à aller lutter en Italie contre l'empereur qu'à se battre pour les lieux saints en Palestine. La colère contre le pape monte donc d'autant plus que Frédéric, à l'inverse, facilite le départ des pèlerins armés en Terre Sainte. Et après la tentative française du comte Thibaut de Champagne en 1239-1240, il délègue même à la tête des nouveaux croisés, notamment anglais, son beau-frère Richard de Cornouailles avec les pleins pouvoirs. Et il a bien fait. Ainsi, toujours en 1241, Al-Malik al-Sali, le fils et successeur de son ami le sultan Al-Kamil, mort en 1238, Al-Sali donc, connu pour faire plus tard face à la croisade de Louis IX en 1249, conclut un nouveau traité de paix avec Richard de Cornouailles. Les Francs maîtrisent tout le littoral, de Beyrouth à Gaza, plus quelques nouvelles places fortes en Galilée notamment, tandis qu'on leur confirme la possession de Jérusalem et Bethléem. Et ce, une fois de plus, contre l'avis du pape, et du même en plus. Après bon, faute de moyens, et vu le bordel qu'on a déjà évoqué entre la noblesse locale et les représentants impériaux, on va avoir du mal à appliquer le traité. Mais quand même, comme d'habitude, sur le papier, Frédéric gère. Bref, ainsi, entre ça et le péril mongol, les deux fronts toujours gênés selon la rhétorique impériale par le pape, eh bien ça légitime plus ou moins que Frédéric envahisse à nouveau les territoires pontificaux pendant l'été 1241, qui s'offrent à lui sans résistance. Jamais Rome et la victoire n'ont semblé si proches. En août, il n'est plus qu'à 9 lieues de la cité éternelle. Ça va peut-être enfin se régler. Autant dire qu'il trépigne. Where have you been all night? Making us an entourage! What for? We're off to Rome to see the Pope. He's excommunicated you again. No, he's going to set me free. Malheureusement, non. Dans la chaleur suffocante de l'été romain, à près de 100 piges, dit-on, l'implacable Grégoire meurt. Du coup, à la fois c'est enfin réglé,
Le vieux, après plus de 14 ans, ne va plus l'emmerder, et en même temps, c'est pas du tout réglé. Non seulement ça vole à Frédéric sa victoire, mais en plus, la situation, principalement son excommunication, est maintenue, et ne peut être levée que par le nouveau pape. Bon il y a qu'à en élire un nouveau alors, c'est pas compliqué. Et ça va mettre des plombes. Plombes que Frédéric va essentiellement passer dans son royaume de Sicile à scruter anxieusement l'élection du nouveau pontife, justement. De fait, c'est pas pour rien que ce qui est le premier vrai conclave de l'histoire s'éternise. À part un cardinal, Colonna, ayant rejoint la cour impériale depuis quelque temps, et 2 autres dans les 11 ans de Frédéric, le reste est divisé entre le parti de la paix avec l'empereur, plus fort, et celui de la guerre, plus faible. Mais l'actuel sénateur de Rome, Orsini, dont l'élection avait été soutenue par Grégoire IX, est lui-même favorable à la continuation de la guerre contre l'empereur, ne serait-ce que parce que celui-ci est soutenu par les Colonna, ennemis jurés des Orsini. Une vieille rivalité aristocratique italienne qui va durer longtemps. Orsini rafle donc violemment les cardinaux, à moitié tabassés dans le processus, et les enferme dans la tour en ruine de l'ancien septisodium romain pour qu'ils choisissent rapidement un nouveau pontife. Leurs conditions de détention y sont épouvantables. Pas de contact avec l'extérieur, notamment avec des médecins, le bâtiment est délabré, la pluie passe par le plancher du plafond ainsi que la piste des gardes d'Orsini qui utilisent sciemment l'étage du dessus comme latrine. Orsini menace même de foutre le cadavre en décomposition de Grégoire IX au milieu de la pièce, si les cardinaux se creusent pas le galéro un peu plus vite. Bref, c'est pas la joie. Sur les 10, un crèvera sur place, après s'être fait cracher dessus par les gardes et avoir été forcé de caguer sur le toit face à la population romaine, et 2 autres consécutivement à leur internement. Je sais bien que notre Seigneur est né dans une étable, mais ça n'est pas pour ça que le pape doit être élu dans une porcherie. Oh Dio mio, che calore. Après, c'est efficace. Au bout de 2 mois, le pape Célestin IV est élu. Mieux encore, il est favorable à la paix avec Frédéric. Le problème, c'est qu'il fait partie des 2 qui crèvent peu après leur incarcération. Il meurt 17 jours après son élection, le 10 novembre 1241, en n'ayant même pas été couronné de la tiare, mais en ayant quand même eu le temps, a priori, d'excommunier le sénateur Orsini. Il faut pas déconner non plus. Du coup, c'est reparti pour un conclave. Sauf que là, pas fou, dès que les cardinaux ont su la nouvelle, la plupart se sont taillés vite fait à Anagni, résidence privilégiée des papes. On a donc 4 cardinaux à Anagni, 3 cardinaux hostiles à l'empereur à Rome, plus Colonna, qu'Orsini a foutu au cachot à la première occasion, et 2 autres toujours en zonzon chez Freddy après leur croisière. Du coup, entre ceux qui ne veulent pas aller à Rome, ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas aller à Anagni, réunir tout ça, ça va être compliqué. Et long. Très long. Pendant 1 an et demi, le conclave tergiverse et les négociations vont bon train. D'un côté, les cardinaux, autrefois certes courtisés par l'empereur, n'en cherchent pas moins à défendre les prérogatives de l'Église, et de l'autre, Frédéric tente des trucs plus ou moins malins pour s'assurer l'élection d'un pontife conciliant. Il marche ainsi sur Rome 2 fois pour l'assiéger, sans vraiment aller jusqu'au bout, il essaye d'influencer juste ce qu'il faut l'élection en menaçant de ne pas libérer ses cardinaux prisonniers, etc. Sauf qu'à force, et ce d'autant plus après sa bataille navale, on commence à travers l'Europe à lui imputer la longueur du conclave. Il libère donc au printemps 1243 ses prisonniers, espérant que ça aidera sa cause, mais c'est un peu tard. Le conclave élit à l'unanimité le 25 juin 1243 un cardinal génois, proche conseiller de Grégoire IX, mais avec qui, coup de bol, Frédéric s'entendait bien jusqu'ici, et qui devient le pape Innocent IV. Frédéric, qui, vu sa récente réputation, évite de trop la ramener, se fait alors très docile et conciliant, le félicitant pour son élection, se disant prêt à collaborer, espérant simplement qu'au moins, contrairement à l'intransigeant Grégoire IX, on l'écoute. Bref, comme d'hab, il essaye de se mettre le pape dans la poche. Vous savez que le pape, c'est merveilleux. On l'a toujours su, depuis le temps, mais pas à ce point-là. Ça se vend très très bien. Puis tout le monde, il y a tellement de gens qui l'aiment bien, alors. Non, ça a été très bien, le pape. Ça a été très bien. Très bien, le pape. Oui, très content du pape. Mais bon, vu le dawa des 2 dernières années, sans même parler du reste, c'est pas gagné. Ne serait-ce qu'entre les cardinaux en zonzon, l'annexion des terres pontificales et ses tentatives d'ingérence dans le conclave, le dossier commence à être assez à charge contre lui, ce dont le nouveau pape va chercher à profiter. Donc même si dans un premier temps, Frédéric et Innocent vont bel et bien chercher à trouver un terrain d'entente, notamment sous la pression d'une bonne part du monde chrétien, on part de trop loin pour que ça se règle facilement. Voire pour que ça se règle tout court. Typiquement, la Lombardie est toujours au cœur des débats. Pour Frédéric, évidemment, c'est toujours une question de suzeraineté légitime, et donc de bon droit. Et pour le pape, qui dès le début présente les Lombards comme des amis du Saint-Siège, non seulement il ne peut renoncer à leur soutien, sans quoi de fait l'indépendance politique de la papauté serait réduite à néant,
ce contre quoi ses prédécesseurs ont lutté bec et ongle, mais en plus, l'alliance entre le pape, Venise, Gênes et Milan, échafaudée sous Grégoire IX, est toujours valable, et précisait qu'aucun des quatre ne pouvait faire la paix avec l'empereur sans l'accord des trois autres. Donc même sans partir nécessairement mal, ça reste quand même bien tendu. Le pire étant que, comme souvent depuis le début du règne de Frédéric, même si pape et empereur peuvent se montrer désireux de calmer le jeu, voire même de collaborer, qui sait, on peut toujours compter sur un élément perturbateur pour souffler sur les braises. Ainsi, un cardinal hostile à Frédéric et plus désireux qu'aucun autre de continuer la guerre, Régnier de Viterbe, décide de foutre la merde grâce à sa ville natale. Sise à une cinquantaine de kilomètres de Rome, en soi ville pontificale mais comme presque toutes les autres alors tenues par les impériaux, Régnier y organise un soulèvement pendant l'été 1243, peu après l'élection d'Innocent IV donc. Résultat, la garnison impériale se fait marbrer et se réfugie dans la forteresse. Furibard, Frédéric arrive illico pour assiéger la ville, mais se calme et se rétracte assez vite pour ne pas non plus compromettre les espoirs de paix avec le tout nouveau pape. D'autant plus que bon, si la paix aboutit, il devra rendre Viterbe au pontife, a priori, donc pourquoi s'obstiner à l'assiéger? On négocie donc le retrait de la garnison impériale en toute sécurité, le pape promet qu'il ne lui arrivera à rien, Frédéric prend sur lui, mais le cardinal Régnier excite à nouveau la foule, qui massacre la dite garnison pendant qu'elle quitte la ville. Du coup, Frédéric est plus furibard que jamais et ne pardonnera jamais cet affront. Mais en attendant, il serre les dents. Il veut la paix avec le nouveau pape, qui la veut alors sans doute aussi, il s'entendait pas trop mal jusqu'ici, donc peut-être qu'éventuellement on va pouvoir trouver un terrain d'entente. Mais encore une fois, au vu des objectifs très différents de l'un et de l'autre, est-ce que cette paix est seulement possible? You have a different task to do. You have to steer the ship. And you? What do you have to do? To resist you with all my might when you steer against the Lord God. What do you expect of me then? Are you hoping I'll weaken? No. I'm afraid we must only do, absurdly, what it has been given to us to do. Right to the end. En tout cas, pour l'instant, grâce à ce travail digne des plus grands maîtres zen, sans pour autant régler toutes les questions en suspens, un compromis de paix semble trouvé, le jeudi saint 1244, entre le pape, l'empereur et les Lombards. Tout, notamment les villes prises par les uns et les autres, doit revenir à la situation existante au jour de l'excommunication de Frédéric, le jeudi saint 1239. Et déjà, de manière encourageante, l'empereur est à nouveau désigné comme un fils dévoué de l'Église. Mais l'excommunication n'est pas levée pour autant. Ah bah non, il doit d'abord faire preuve de contrition, construire des églises, faire des donations à des hôpitaux, pardonner à ses ennemis, les Lombards en gros, reconnaître la primauté de l'Église dans les affaires spirituelles, aider financièrement les princes que lui désignera le pape. Faut dire qu'entre la croisade de Louis IX en préparation, l'Empire latin de Constantinople en train de prendre la flotte et les menaces mongoles, il y a de quoi faire. Bref, il doit montrer qu'il n'est pas un ennemi de l'Église. Et un peu baisser son froc aussi quand même, il faut le dire. Mais bon, il veut vraiment la paix. Et la levée de l'excommunication surtout. Et on le comprend. Au-delà du fait qu'en tant que chrétien, et particulièrement protecteur de la chrétienté, l'excommunication lui pèse, la guerre lui coûte aussi des fortunes. Il emprunte toujours plus et rembourse ses emprunts en pressurant toujours plus son royaume sicilien, qui commence à en avoir marre. D'autre part, les princes germaniques, jusqu'ici toujours fidèles, sont sérieusement inquiets des récentes avancées mongoles jusqu'à leurs propres frontières. Et cette menace leur semble un chouïa plus importante que les velléités d'autonomie lombarde ou les rivalités avec le pape. Mais enfin, dans le même temps, vu les concessions énormes qu'on lui demande, il aimerait bien des garanties quant à la levée de son excommunication, et de plus amples négociations, ne serait-ce que quant au bordel nord-italien ou aux détails de la situation en Italie centrale. Les oppositions italiennes entre Guelph et Gibelin, elles vont clairement pas se résoudre d'un trait de plume, et de fait elles dureront des plombes encore après sa mort. Et heureusement pour lui, une bonne part des cardinaux poussent aussi en son sens. Sauf qu'Innocent IV s'avère être dans la continuité de Grégoire IX et Innocent III, pas d'Honorius III. C'est lui l'autorité. En tant qu'arbitre suprême de la chrétienté, ses décisions n'ont pas à être discutées. Et s'il dit qu'il lèvera l'excommunication, il la lèvera. Mais c'est lui qui décide quand. Il n'a aucune garantie à donner. Et en attendant, Frédéric va faire bien sagement tout ce qu'on lui a demandé. Soit dit sans tension, Enfin, mais il se prend pour qui de me parler comme ça? Pour le pape. Le pape? Sa sainteté a peut-être l'impression que vous y mettez de la mauvaise volonté. Peut-être. Il se trouve que j'ai autre chose à foutre que de faire construire des baraques de 400 pieds de haut qui vont me coûter la peau des fesses. Ouais, en attendant, on n'a pas le choix. Bon, on va pas devenir une terre barbare, non? Bon, dans ce cas, Frédéric se dit que le mieux, c'est d'en discuter face à face, comme deux adultes quoi. Il propose donc à Innocent une rencontre, non loin de Rome, que le pape, bien que très méfiant, accepte.
On va y arriver, je vous dis. Début juin 1244, l'empereur attend donc sagement le pape à Narni, sachant que celui-ci a quitté Rome pour venir à sa rencontre. Mais il n'arrive pas. Il s'est tout bonnement barré, déguisé, à Civitavecchia, d'où il s'est embarqué pour sa Gênes natale, où il arrive le 7 juin. Et ce n'est pas tout. Il se rend ensuite en décembre à Lyon, certes terre impériale, mais à un jet de pierre du royaume de Louis IX, qui pour autant, cherchant la neutralité, interdit au pape d'entrer dans son royaume. Et ainsi, à Lyon, Innocent est plus assuré d'être peinard qu'il ne l'était à Rome, encerclé par l'empereur. Enfin, quand même, pourquoi avoir fui des négociations de paix où visiblement l'empereur avait quand même plutôt l'air de bonne foi? Eh bien, deux choses. Soit Innocent flippait de se retrouver à la merci de Frédéric comme Grégoire IX avait pu l'être, doutant de sa soi-disant bonne volonté, soit, toujours dans la continuité de Grégoire IX et Innocent III, il n'était en fait pas satisfait des accords conclus le jeudi saint 1244, et voulait plus, n'ayant en bon théocrate de compte à rendre à personne, surtout pas à un ennemi de l'Église de longue date, sans même parler de ses ancêtres. Or à Lyon, il est sûr de pouvoir manœuvrer à sa guise sans subir les pressions de Frédéric, ni de ses troupes sur Rome, ni des cardinaux effrayés de tomber eux aussi entre les mains de l'empereur. Sans doute d'ailleurs les accords du jeudi saint 1244 avaient-ils en grande partie été dictés par ce genre de considération justement. A l'inverse, de manière très éloquente, Innocent profite illico de son arrivée à Lyon pour y convoquer pour juin 1245 le concile que Frédéric avait empêché de se réunir en 1241 à Rome. Et ce, cette fois-ci, certes pour discuter de la toute récente perte de Jérusalem aux mains des Khwarezmiens, de l'Empire latin de Constantinople en péril, et de la menace mongole qui inquiète tout particulièrement le pontife. C'est suite à ce concile qu'il leur enverra des franciscains et dominicains en ambassade, comme André de Longjumeau et Jean de Planquerpin, dont on a pas mal parlé. Mais surtout, quitte à cataloguer les fléaux de la chrétienté, ce sera enfin l'occasion de discuter du cas de la Stupor Mundi, désigné d'ailleurs alors dans la convocation au concile seulement comme princeps, et non plus imperator. Ça sent la provoque, non? Ils disent qu'ils organisent une rencontre à la prochaine pleine lune et que si on n'y va pas, on est des moins que rien. Des pédales, ils disent sur le message. Évidemment, Frédéric la mauvaise. Il n'a pas du tout vu ça arriver. Limite, ça le déprime. À 50 piges, il semble pas loin d'accepter de reconnaître au pape toute autorité pour régler la question lombarde, et même de s'engager à partir en Terre Sainte pour 3 ans. Encore une fois, les Khwarezmiens, bousculés comme tant d'autres par les Mongols, ont pris et pillé Jérusalem en juillet 1244. Donc sur place, il y a du taf. En fait, Frédéric pense peut-être même y rester définitivement en Terre Sainte, peinard après avoir abdiqué au profit de son fils Conrad. Il est vraiment fatigué, Frédéric. Mais c'était sans compter sur Régnier de Viterbe. Oui, je sais, c'est long et fatigant. Régnier de Viterbe, donc, a été désigné par le pape comme son représentant en Italie. Or, en Italie, les troupes de Frédéric, pour donner du poids aux négociations comme d'habitude, continuent à tourner autour de Rome. Alors qu'il devrait avoir compris depuis le temps qu'à chaque fois, ça se retourne contre lui, ce genre de manip. Or, la Stupor Mundi n'oubliant jamais un affront, ses troupes saccagent ainsi notamment les alentours de Viterbe, la ville natale de Régnier. Du coup, déjà bien hostile de base à Frédéric, le cardinal vengeur inonde donc d'autant plus les participants au concile de Lyon de libelles et pamphlets présentant plus que jamais l'empereur comme l'antéchrist. Et encore une fois, à une époque où l'on croit la fin des temps imminente, eh bien on prête une oreille particulièrement attentive à ce genre de calomnie eschatologique. Frédéric risque donc de ne pas s'en sortir à si bon compte durant ce concile, et en suit anxieusement le déroulé depuis la Lombardie. D'ailleurs, pour un concile œcuménique, c'est-à-dire universel, les prélats y sont fort peu nombreux, 150 contre par exemple les 405 de celui du Latran en 1215, et surtout fort peu diversifiés, puisque principalement de France, d'Angleterre et de la péninsule ibérique. Un manque d'universalité qui sera reproché par Frédéric et ses représentants. Bah oui, les clergés allemands et siciliens par exemple, qui sont plus favorables à l'empereur, ils sont où? Bref, définitivement, le concile voulu par Innocent IV semble moins religieux et œcuménique que politique et expéditif. Oui, mais enfin tout de même, Jésus... Oh ta gueule. Voilà, c'était Flash Débat. À demain. Après Frédéric, il n'y a pas que des ennemis non plus. Les représentants des rois de France et d'Angleterre sont présents. Or ceux-ci, Louis IX et Henri III, sont depuis longtemps en correspondance avec l'empereur, qui les incite, à une époque où les États s'affirment de plus en plus, à se méfier des tendances absolutistes des pontifes, qui cherchent ainsi à saper le pouvoir temporel des souverains. Henri III typiquement est largement au courant, puisque depuis Innocent III, l'Angleterre est carrément vassale du Saint-Siège. De fait, donc, il penche plus vers Frédéric que vers Innocent pour l'instant. Même le pourtant très pieux Louis IX, qui a d'ailleurs déjà refusé d'héberger Innocent en France, se méfie du pape,
Et ce d'autant plus qu'il est en train de vouloir organiser une croisade en Terre Sainte, mais que le pontife, obnubilé par Frédéric, privilégie sa croisade contre lui, cherchant même à détourner les croisés français et les fonds qui vont avec de leur objectif. Du reste, la défense à proprement parler de Frédéric est brillamment assurée pendant le concile par un de ses juristes favoris, Taddeo de Suessa, qui annonce notamment à l'Assemblée que Frédéric est prêt à s'engager pour le salut de la chrétienté sur les 3 fronts alors discutés par le concile. Les Mongols, Jérusalem et l'Empire latin de Constantinople, alors en péril face aux Bulgares, aux Byzantins, etc. Fausse promesse, répond le pape. Soit, dit Taddeo, que le roi d'Angleterre et celui de France, dont les envoyés sont présents, se prêtent garant de Frédéric en ce cas. Mais le pape refuse, craignant une alliance des 3 souverains contre lui. Et c'est pareil pour absolument tous les chefs d'accusation portés contre l'empereur, ça pue globalement la mauvaise foi. Taddeo de Suessa semble tout de même réussir à convaincre le concile que Frédéric doit venir se présenter lui-même pour se laver des accusations portées contre lui, ce qui est son droit, surtout quand on l'accuse d'hérésie. A l'inverse, l'en accuser sans écouter sa défense est pour le coup relativement illégal. Sauf que le pape redoute trop ça pour l'accepter. Beaucoup des prélats sont venus pour conclure la paix, donc si l'empereur se présente humblement devant eux, prêt à accepter l'essentiel de leurs conditions, le pape n'aura guère d'autre choix que d'accepter cette paix. Mais personne n'a dit qu'il la voulait, lui. The kingdom of God must be defended like any other kingdom. I've rolled up my sleeves and taken the church on my back. Nothing will ever make me set it down again. De fait, ce serait à ses yeux une défaite. Il n'a pas évité l'empereur à Narni pour le croiser à Lyon. Ses prédécesseurs ne se sont pas battus bec et ongles contre les empereurs, particulièrement contre les Stauffen, pour affirmer leur pouvoir théocratique supérieur à ceux des princes, pour qu'il en vienne à négocier avec l'un d'eux. Il est l'arbitre suprême de la chrétienté, le vicaire du Christ, il n'a pas à négocier. C'est aux chrétiens, princes ou roturiers, de se soumettre à son jugement. Alors, lors de la clôture du concile, le 17 juillet 1245, Innocent IV le déclare coupable de lèse-majesté envers le Christ, de parjure, d'hérésie, de sacrilège et de violation de la paix. L'excommunication est maintenue. Oui, bon, ça va, on a l'habitude. Non, parce qu'il ne s'arrête pas là. À la stupeur de tous, comme l'usage de princeps plutôt qu'imperator dont la convocation semblait l'annoncer avant même le concile, il dépose l'empereur. La situation est sans précédent. Certes, Henri IV en son temps avait été déposé, mais il n'était pas empereur à l'époque. Et Othon IV a certes été excommunié par le pape et ensuite déposé, mais par les princes, pas par Rome. Jamais le Saint-Siège n'avait encore à ce point imposé son pouvoir spirituel au temporel. La nouvelle fait donc l'effet d'une bombe. Frédéric, qui semble depuis longtemps tenter de se montrer conciliant, prêt même à se retirer en Terre Sainte, et qui est alors à Turin, dans l'espoir précisément d'organiser une rencontre de paix avec le pape après le concile dont il imagine encore sincèrement qu'il va avoir une fin heureuse, apprend ainsi la nouvelle peu après. Il est amer. Ça commence à bien faire les délires théocratiques, ça fait 20 ans que ça dure, voire depuis qu'il est gosse, voire même depuis que ses aïeux sont montés sur le trône, qu'ils soient germaniques ou siciliens. Sauf que si le pape veut jouer à ce petit jeu, avec cette déposition désormais, et plus que jamais, il est libre de toute entrave, Frédéric. On dit donc qu'il se fait alors apporter une de ses couronnes, se la met lui-même sur la tête et annonce que nul, pontife ou autre, ne lui en enlèvera ne serait-ce qu'une seule, sans un combat sanglant, avant de conclure « J'ai été l'enclume suffisamment longtemps. Désormais je vais être le marteau. » En effet, à partir de là, puisque c'est reparti comme en 1239, le pape destituant le clergé qui lui est encore fidèle, appelant à la croisade contre lui, vendant des biens d'église pour la financer, acheter les partisans de Frédéric ou agiter les populations contre lui dans une vaste rébellion, bref. Puisqu'on le dit Antéchrist, il va la jouer Antéchrist, plus que jamais, exécutant par pendaison, décapitation ou bûcher, au moindre soupçon, coupant pieds et mains à tout porteur de lettres pontificales, aveuglant ou mutilant des rebelles avant de les balancer à la flotte, foutant encore plus d'otages au cachot à exécuter au moindre signe de rébellion de leur ville ou de leurs parents.
Et pour couronner le tout, certains de ses principaux lieutenants, parmi les vicaires généraux qu'il a désignés, sont particulièrement tyranniques et cruels, ravis d'une certaine manière de jouer au démon ne craignant plus l'enfer, mais le répandant au contraire sur terre à tour de bras, principalement en Italie et dans une moindre mesure en Allemagne. Pour vous dire, le plus tristement célèbre de ces lugubres lieutenants, Ezzelino da Romano, surnommé le fils du diable, préfigurant certains tyrans italiens de la Renaissance, fera tellement d'horreur qu'à la fin de sa vie, excommunié lui aussi, il s'attire à lui seul une croisade. Comme quoi, le principe même de croisade était déjà définitivement détourné de son but originel. Mais il meurt en 1259 avant d'en faire trop les frais, refusant les sacrements et arrachant ses pansements. Sauf qu'on hait alors tellement ce monstre qu'on se rattrape sur son frère en 1260. Celui-ci est condamné, la bouche dans un étau, à voir son épouse et 2 des femmes de sa famille trimballées nues dans les rues avant d'être brûlées vives, ainsi que ses 4 fils, certains enfants, décapité, voire carrément coupé en morceaux, avant d'être lui-même à moitié écorché et marqué au fer rouge, puis traîné par un cheval jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais bref, pour en revenir à l'Antéchrist, ce constant et insidieux travail de sape mené en Italie par le pape depuis Lyon fait son œuvre, prêchant une croisade contre le tyran déposé, espérant s'appuyer sur l'exaspération des sujets siciliens, taxés depuis des années pour les guerres de Frédéric loin de leurs propres frontières, bref, créant des rébellions et retournements de veste incessants dans toutes les couches de la société. Et ce, jusque parmi les rangs des plus proches amis de l'empereur, ses plus éminents fonctionnaires et vicaires généraux qu'il a élevés aux plus hautes strates de l'État depuis de longues années. Le coup est rude. Sans le prendre mal, c'est vrai que je m'attendais pas à un complot de votre part. Non, un complot, ça y est. Oui, non mais c'est quand même comme ça que ça s'appelle. Oui, mais forcément, sorti de son contexte, ça a l'air d'un truc énorme. Vous avez pas cherché à me zigouiller? Bah déjà non, pas directement. Non. Alors indirectement, vous avez pas cherché à me zigouiller? Non mais bon, indirectement, si. Non, mais c'est dans votre bouche. Ça sonne pas pareil. En effet, en mars 1246, un complot visant à assassiner Frédéric, son fils et second Enzio et le redoutable Ezzelino est mis à jour au dernier moment, impliquant bon nombre de ses proches, ce qui affecte grandement l'empereur et sape sérieusement sa confiance en son gouvernement, voire en l'issue de sa lutte contre le Saint-Siège. Pire encore, ses ennemis, croyant le complot réussi, annoncent déjà sa mort, poussant des rébellions à éclater de plus belle un peu partout, notamment dans le Régno sicilien. La répression est à la mesure de la déception impériale. Nombre de conjurés sont aveuglés et brûlés vifs, voire avec eux leurs parents jusqu'au 4e voire 5e degré, dit-on. Même ceux qui peu de temps avant étaient encore ses plus proches amis sont aveuglés, mutilés du nez, des mains et des jambes, puis certains sont traînés par des chevaux, d'autres pendus, brûlés, balancés à la flotte dans des sacs, vieux traitement romain réservé aux parricides, avec, petit plus de l'empereur, des serpents venimeux. Le chef des conjurés, lui, n'est pas tué après ces mutilations, mais promené partout dans l'Empire avec cloué sur le front la bulle pontificale trouvée chez lui, indiquant, du moins selon Frédéric, la plus probable tête pensante du complot, ou plus probablement avec la complicité passive de laquelle tout a été organisé. Le mal nommé innocent. Innocent qu'il est définitivement d'autant moins que pendant que Frédéric réprime le complot en Italie, il fait élire fin mai un anti-roi de Germanie, Henri Raspe, face à Conrad, fils de Frédéric et roi légitime. Mais légitime ou pas, Conrad est vaincu par l'anti-roi, tout simplement parce que le pape a également soudoyé les 2/3 de ses troupes. Bref, ça pue autant en Allemagne qu'en Italie. Après, que le pape ait ou non commandité l'assassinat, il est probable qu'il l'a secrètement approuvé. A l'inverse, le pape se plaindra aussi de tentatives d'assassinat de la part de Frédéric, que ses amitiés islamiques auraient rendu proche des assassins, dit-on. Mais bon, puisque ça a foiré, on en revient aux bonnes vieilles méthodes, hein. La croisade. On l'évoquait déjà, mais depuis la première croisade, on a de plus en plus détourné celle-ci de son objectif premier, Jérusalem. D'abord vers les frontières menacées de la chrétienté, en Espagne typiquement, puis dans un but plus colonisateur, vers la Baltique. Jusque-là, ça allait. Mais avec le théocratique Innocent III, qui a très bien compris que c'était peut-être là l'arme la plus efficace de la papauté, on l'a tourné vers l'intérieur de la chrétienté. Et ce d'abord accidentellement vers Constantinople, initialement contre son gré, il excommunie les croisés après leur sac de Zara, qui tapent sur des chrétiens, puis finalement, et à plus forte raison qu'il ne pouvait pas piffer les Byzantins, avec l'approbation de son silence, disons. 2-3 sacs de bijoux sous la table et boum, il vous pètera plus les bonbons, votre pape. C'est vrai qu'on dit qu'il est pas insensible aux petits cadeaux. Hein. C'est sûr, ce sera un moyen de contourner le problème. Seulement pour ça, faut du cash. Ouais, et niveau liquidité, on a connu meilleur. Hein. Je vous ai déjà dit que je prête du pognon à des taux vraiment pas dégueulasses.
Avant ça, déjà, en 1199-1200, Innocent III avait menacé d'en envoyer une contre l'un des nobles allemands ayant abusé de l'enfance de Frédéric, pour lui piquer son trône, pas autre chose. Et enfin, il en déchaîne ensuite toute la violence à partir de 1209 dans le sud de la France pour y éradiquer l'hérésie cathare et s'y imposer politiquement. Mais ces dérives successives ne sont pas sans conséquences. Déjà, ces nouvelles croisades ne rencontrent guère de succès auprès de la noblesse occidentale. Et pire encore, ça détourne l'attention du véritable but initial de la croisade, la Terre Sainte, à laquelle, par ricochet du premier effet, on s'intéresse de moins en moins aussi. Il n'y a qu'à voir les difficultés rencontrées pour recruter du monde pour la 6e, par exemple. Mais du coup, malin, pour contrebalancer ce manque d'enthousiasme, les papes promettent alors les mêmes récompenses et garanties que pour les authentiques croisades. Comme ça, si on peut avoir autant sans aller au bout du monde, à une époque qui plus est où l'Europe devient de plus en plus confortable, ça va peut-être attirer 2-3 pélos. Mieux encore, toujours à partir d'Innocent III, les papes ont mis en place le système de rachat ou de commutation des vœux. Avant, t'étais à la taverne, t'étais bourré, tu disais « je m'en fous, je pars en croisade ». Et fallait y aller, t'avais pas le choix. Maintenant, le lendemain, avec la gueule de bois et un léger regret, tu peux racheter ton vœu avec du pognon qui sert la croisade à ta place en la finançant. Et l'avantage avec le pognon, c'est que tu peux l'affecter à la croisade que tu veux, voire même carrément à autre chose. Ce qui n'a pas contribué à donner une très bonne image à l'église de l'époque. Bref, pas étonnant qu'avec tout ça, la croisade branche de moins en moins les gens. Pourtant, les papes sont convaincus de bien faire. Sous Innocent III ou ses dignes successeurs Grégoire IX, sous le mandat duquel on a peut-être la plus intense activité de croisade, tout pape confondu, et Innocent IV, on a voulu justifier cette dérive, et de manière pas déconnante, que vaudrait un succès contre les ennemis extérieurs de la chrétienté si on ne s'occupe pas d'abord des ennemis intérieurs, plus susceptibles que les premiers de faire s'effondrer le monde chrétien sur lui-même. Hélas, ça ne convainc pas toujours. Typiquement, on l'évoquait brièvement tout à l'heure, Louis IX va beaucoup en vouloir à Innocent IV de prêcher une croisade contre Frédéric après le concile de Lyon, alors même qu'il s'échine à organiser une croisade contre l'Égypte pour mieux libérer Jérusalem. Du coup, le pape évitera de faire prêcher la sienne en France, tout en essayant quand même, à la grande irritation du roi, de détourner ses croisés de leur but oriental au profit du sien. Qu'est-ce qu'il me fait là? Mais moi j'ai les croiseurs. Mais non, c'est à moi ça. C'est à moi ça. C'est pas à toi ça. Si, c'est à moi. Mais j'ai les renforts de toute façon qui débarquent. Moi, de toute façon. Ainsi, avec tout ça, la croisade contre Frédéric s'est faite par paliers. La guerre des clés de 1228-1230, à une époque où ces croisades politiques commençaient à peine à émerger, pouvait difficilement qui plus est être une croisade contre un croisé. Les armées au service du pape portaient donc non pas la croix, mais les clés de Saint-Pierre. Puis, à partir de 1239, on passe vraiment à la croisade, appelant à la protection de Rome, ville sainte elle aussi, comme Jérusalem, et en pointant du doigt les troupes sarrasines fournies par la ville entièrement musulmane de Lucera, que Frédéric a fait construire à 200 bornes de Rome, justement. Et la croisade de 1245 se fait ainsi dans la continuité de la précédente, et dans de plus grandes proportions encore, prêchant jusqu'au Danemark, en Pologne et en Hongrie, essayant de s'attirer les faveurs des princes germaniques autant que des nobles et communes du royaume sicilien, etc. Mais elle ne rencontre guère de succès, que ce soit auprès des roturiers ou des nobles. Par exemple, à part 2-3 rebelles, les princes germaniques restent fidèles au généreux Frédéric, qui intelligemment les a toujours couverts de privilèges. Ils ont certes pu être inquiets et énervés de ne pas le voir arriver pour lutter avec eux contre les Mongols après 1241, mais en 1245, ça fait belle lurette que ça n'est plus un problème. De manière éloquente, cette croisade est si politique et non plus religieuse qu'elle ne prend vraiment bien qu'en Lombardie. Là, on a donc déjà toutes les raisons du monde de vouloir combattre Frédéric. Qui plus est, il est assez ironique, il faut le dire, de voir des Lombards croisés voulant lutter contre l'hérésie au nom de l'Église, uniquement depuis qu'ils sont devenus très bons potes avec la papauté. Je rappelle que les cités lombardes étant jusque-là autant de potentiels foyers d'hérétiques, elles craignaient, il n'y a pas encore si longtemps, qu'une croisade leur tombe justement sur le coin de la gueule, comme le voulait par exemple Innocent III en 1212. Ainsi, zèle lombard mis à part, et malgré une communication pontificale qui noircit plus que jamais l'empereur, établissant ainsi sa légende noire pour des siècles, cette croisade ne prend pas, Frédéric restant qui plus est un redoutable adversaire, d'autant plus depuis qu'il assume sa réputation antéchristique. Typiquement en Italie, son pouvoir sort peut-être plus renforcé que jamais de la répression du complot de 1246. Ainsi, les grandes régions sont désormais tenues par les plus vieux fidèles de l'empereur, voire même par ses parents. On a le terrible Ezzelino, marié à une fille naturelle de Frédéric, au nord-est. Enzio, fils naturel et second de Frédéric, en Lombardie centrale. Thomas de Savoie, en Lombardie occidentale. Frédéric d'Antioche, autre fils naturel de l'empereur, en Toscane, on dit même qu'il y est roi. Richard de Théate, fils naturel lui aussi en Romagne, à Spoleto et dans la Marche. Son tout jeune fils légitime Henri à Viterbe, et comme capitaine général de la Sicile, un vieux briscard fidèle à Frédéric, assisté de 2 des gendres de l'empereur. Comment ça, mafia?
Oui, en même temps, il est sicilien. Hein. Tu passes du temps avec ta famille? Bien sûr, parrain. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Bref, l'Italie ainsi plus ou moins calmée, Frédéric part au printemps 1247 avec ses chevaliers italiens marquer le coup en Germanie, face à la rébellion allemande de l'anti-roi Henri Raspe. Ce qui est un comble, d'ordinaire, les empereurs descendent plutôt calmer les Italiens avec les chevaliers germaniques, et non l'inverse. C'est dire si c'est le bordel. Mais précisément, il compte surtout y réunir une nouvelle armée pour déferler une fois de plus sur ses derniers ennemis lombards. Or, excellente nouvelle, avant même qu'il ne foute les pieds en Allemagne, l'anti-roi Henri Raspe meurt, et il faut attendre octobre pour qu'un successeur, Guillaume de Hollande, lui soit désigné par le pape. Et tant mieux, il est possible que sans cette mort inopinée, Frédéric n'ait pas tenu l'Allemagne. Donc, changement de programme, Frédéric se dit que pour aller mater les quelques rares rebelles germaniques restants, il va plutôt viser le Rhin, et en ce sens, passer par le royaume d'Arles, qui fait partie de l'Empire. Alors certes, pour envisager d'y installer un autre de ses fils naturels, Manfred, comme il l'a fait en Italie pour les frères de celui-ci, mais surtout parce que ce faisant, il passerait pas loin de Lyon, histoire de tailler innocemment le bout de gras avec le pape. En réalité, l'Antéchrist ne veut toujours pas de la guerre qu'on lui fait, et semble vouloir encore trouver un terrain d'entente avec l'Église, toujours prêt à laisser la couronne impériale à son fils Conrad et à partir en Terre Sainte pour peu qu'on lève l'excommunication et qu'on lui foute la paix. Par exemple, début 1246, il a même désigné une commission ecclésiastique, envoyée ensuite au pape, pour juger de son orthodoxie. Sauf que les gars ont beau dire au pontife qu'il est tout ce qu'il y a de plus chrétien, Innocent refuse leur conclusion. Bah oui, il n'a toujours aucune envie de faire quelque concession que ce soit avec un prince aussi puissant, dont les héritiers pourraient étendre encore plus loin cette puissance. Perspective de plus en plus menaçante pour l'Église depuis que les Stauffen, un siècle plus tôt, sont montés sur le trône impérial. Ainsi, l'idée pontificale qui durera tout le XIIIe siècle d'exterminer les Stauffen comme race maléfique jusqu'au dernier est en train de naître. Mais enfin n'empêche, il dit ça Innocent, mais à l'idée que l'empereur se rapproche autant de Lyon, il fait un peu dans son froc quand même, je ne vous le cache pas. Il demande même la protection du roi de France, qui toujours autant saoulé par cette affaire, favorable à Frédéric et concentré sur sa propre croisade, se garde bien de la lui accorder. Il se contente de dire qu'il tolérera mal une armée impériale à Lyon si près de ses frontières. Mais comme d'habitude, Innocent est opportunément tiré d'affaire par ses potes lombards. Alors que l'Italie semblait assez étroitement muselée, une rébellion explose une fois de plus en juin 1247 à Parme, cruciale pour le contrôle de la Lombardie, qui passe de fait du côté du pape. Et d'un coup, ça ranime la flamme de la résistance chez tous les ennemis italiens de l'empereur. Oui, je sais, pape, empereur, lombard, c'est comme ça depuis un bon siècle, voire plus. Dès qu'il y en a un qui faiblit et que ça pourrait enfin se terminer, bah non, il y a toujours le troisième qui surgit pour remettre une pièce dans le jukebox italien. De fait, ça repart. Partout, on conteste la domination impériale, ce qui interdit de faire le seul siège de Parme, et force au contraire l'empereur et ses lieutenants à chevaucher en tous sens pour mater tout ce merdier, au milieu d'allers-retours incessants de loyauté pontificale ou impériale à tous les niveaux, privé, populaire, aristocratique, communal, etc. Faut pas oublier que pour tout ce petit monde italien, les conflits entre pape et empereur sont avant tout, la plupart du temps, un excellent prétexte pour régler leurs propres petites affaires. Bref, c'est à nouveau le bordel en Italie entre Guelfes et Gibelins. Du coup, l'Antéchrist veut vite faire retomber ce soufflet insurrectionnel, à grands coups de masse sur le crâne. Autrement dit, si l'impudence des fauteurs de troubles, les parmesans, est sévèrement punie, ça devrait calmer tout le monde. Il assiège donc la ville pendant de longs mois, si complètement qu'il fait construire à côté un camp fortifié, nommé éloquemment Victoria, un camp qu'il veut si vaste et luxueux qu'il le destine à devenir une ville, afin même de remplacer Parme après sa défaite. Bref, on dirait que pour les parmesans, c'est râpé. Sauf que justement, Frédéric se montre trop confiant dans sa victoire. Le 18 février 1248, informé que Victoria est quasi vide de troupes et l'empereur à la chasse, la garnison de Parme tente alors une sortie pour attirer les quelques défenseurs du camp au loin, tandis que le reste des habitants avec leurs familles foncent sur Victoria et la mettent à sac, forçant l'empereur humilié à fuir avec une quinzaine de chevaliers à peine. C'est la pire défaite de sa vie, infligée qui plus est par son pire ennemi, la rebelle population citadine.
1500 de ses partisans meurent, notamment parmi ses plus proches conseillers et fonctionnaires, comme le juriste Taddeo de Suessa, qui cale en Chantaule après avoir eu les 2 mains coupées en dérision. Le double est fait prisonnier, le trésor impérial est entièrement perdu, tout comme le sceptre, le sceau royal de Sicile et l'énorme couronne impériale de cérémonie. Je vous raconte pas la bamboche des Lombards. Cela dit, dérouillé ou pas, faut pas non plus l'imaginer fini et abattu, l'Antéchrist. Très vite, il reprend du poil de la bête, comme d'habitude, et 4 mois après sa cuisante défaite, à l'été 1248, l'Italie ne semble pas loin d'être à nouveau pacifiée sous le joug impérial, suffisamment pour que Frédéric envisage à nouveau de se rapprocher de Lyon, histoire de mettre les points sur les i avec le pape. Et non, même si ça devient de plus en plus tentant, son poing sur la gueule. Mais tout de même, pour un Frédéric, fringant ou pas, usé par des décennies de guerre et de machinations politiques, qui depuis des années se dit prêt à se retirer en Terre Sainte, ça commence à tirer. Cette affaire-là, c'était ma dernière affaire à moi. On la faisait puis on était tranquille. Il y a longtemps que je l'attendais, tu sais. Il y a longtemps que j'en ai marre de toutes nos petites conneries et de tout notre cirque. Je veux prendre ma retraite, moi, tu comprends pas, non? Harassé, méfiant, il soupçonne ainsi, ou du moins envie, son plus proche conseiller à la tête de sa chancellerie, son grand justicière et logothète, à la byzantine évidemment, l'un des auteurs des constitutions de Melfi, redoutable rhéteur, fin poète, Pierre des Vignes, à son service depuis 1210 pourtant. Celui-ci serait devenu riche potentiellement en s'en mettant plein les fouilles illégalement à une époque où les finances impériales allaient de plus en plus mal. Pire encore, selon les ragots peu probables de Mathieu Paris, Pierre aurait trahi l'empereur auprès du pape, organisant une nouvelle tentative d'assassinat avec l'accord d'Innocent, voire même sur son ordre. Frédéric le fait donc arrêter et, toujours à la byzantine, aveuglé. Pierre meurt peu après en mars 1249. On ignore s'il est torturé à mort ou si en réalité probablement Innocent est simplement victime de la paranoïa grandissante de l'empereur depuis le complot de 1246. Il se suicide en s'éclatant le crâne contre les murs de sa prison. L'empereur, même si on peut imaginer qu'il récupère ainsi l'argent accumulé par Pierre, n'en est pas moins terriblement abattu, rongé par la suspicion et toujours plus seul. Contrairement aux mauvaises nouvelles qui, elles, ne le sont jamais. Car pire que Pierre, peu après avoir perdu ce second dans la justice, il perd son second dans les armes, le légat général Enzio, son fils naturel, qui guerroie pour lui depuis des années pour mieux refonder un royaume d'Italie centralisé. Et pourquoi l'a-t-il perdu ? Eh bien, en mai 1249, les Bolognais l'ont mis dans la sauce. Ils le capturent en effet dans une embuscade et, trop contents de leur prise, refusent ensuite toutes les offres de Frédéric pour sa libération. Mais l'empereur, vieillissant ou pas, n'a pas encore dit son dernier mot pour autant. For 30 years I have worked for peace. 30 years. But I will fight 1,000 wars before letting him die. Forgive me, Father, but you won't be the one fighting. Ainsi, usé et accablé, mais toujours néanmoins résolu, il finit par rentrer en Sicile, reprendre des forces. Et de fait, aux grandes dames de ses adversaires, assez vite, l'extraordinairement tenace Frédéric est à nouveau sur le pied de guerre, envisageant même de se remarier, Isabelle d'Angleterre est morte en couche en 1241, et de se diriger à nouveau vers Lyon et l'Allemagne pour y seconder son fils Conrad, recevant des nouvelles plutôt favorables aussi bien d'Italie, presque entièrement soumise, que d'Allemagne. Mieux encore, l'échec entre-temps de la croisade de Louis IX en Égypte, plus que jamais imputé au pape toujours obsédé par sa guerre contre Frédéric, sert celui-ci, dont l'absence en Terre Sainte s'est cruellement faite sentir. Bref, tout semble reparti de plus belle, et cette fois-ci clairement au profit de l'empereur, là où Innocent semble de moins en moins soutenu et de plus en plus embourbé dans une guerre qu'il ne peut plus guère financer. En même temps, c'est aussi le premier pape à aller aussi loin dans le népotisme, c'est-à-dire le fait de refiler charges et revenus ecclésiastiques à sa famille et ses proches. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais hélas, subitement, le 7 décembre 1250, Frédéric subit de plein fouet une crise de dysenterie. Soucieux, il fait établir son testament. Il souhaite qu'on rende à l'Église les biens spoliés et qu'on donne 100 000 onces d'or pour la reconquête de la Terre Sainte, montrant ainsi qu'il est, comme il l'a toujours été malgré les calomnies pontificales, bon chrétien. Et surtout, il se dit désireux que ses fils, des légitimes Henri, encore jeune, et Conrad, promis au trône impérial et sicilien, au naturel Enzio, Manfred et Frédéric, que ses fils donc continuent son combat pour la reconnaissance de la légitimité tant impériale que sicilienne. Puis, de plus en plus rongé par la dysenterie, la stupeur du monde meurt le 13 décembre, recevant, dit-on, les sacrements dans une modeste robe de cistercien, un ordre qu'il a toujours aimé précisément pour son humilité et sa simplicité. Son fils Manfred, alors présent et plus tard injustement accusé par les pro-pontificaux pour le noircir lui aussi d'avoir carrément tué son père, ce qui était complètement faux,
écrira alors à son demi-frère Conrad « Le soleil de la justice s'est couché. Le faiseur de paix s'est éteint. » Oui, non mais forcément, moi j'essaie d'être solennel, alors je dis faiseur de paix, vous rigolez. Faiseur de la paix. À moins qu'il ne parle de sa dysenterie, c'est possible aussi. J'ai mis l'adagio d'Albinoni, j'ai avalé 2 tubes de laxatif, et puis hop. J'ai perdu 16 kilos et ma moquette. Bref, la Stupor Mundi n'aura certes hélas pas gagné son long combat contre la papauté, mais ne l'aura pas perdu non plus, manquant peut-être même au dernier instant de le remporter face à un pape plus fragile que jamais. Pape qui, en apprenant à Lyon la nouvelle, s'en réjouit d'ailleurs de manière fort peu charitable pour un homme d'église. Pourtant, rien n'est encore réglé pour celui-ci. L'héritage Stauffen, patiemment construit depuis un siècle par Conrad III, Frédéric Ier, Henri VI puis Frédéric II, cette double couronne impériale et sicilienne si dangereuse aux yeux des pontifes, autant que l'était leur volonté de mettre durablement la main sur l'Italie dans son ensemble, eh bien cet héritage est toujours aux mains de leurs descendants, qui ne comptent pas en abandonner une miette. Ainsi, si l'arbre est enfin abattu, les boutures sont bien vivaces et nombreuses. Et ça, Innocent IV, autant que ses successeurs Alexandre IV, Urbain IV et Clément IV, en sont parfaitement conscients. La mort de Frédéric amorce donc le début de la descente aux enfers des Stauffen, leurs ennemis, la papauté en tête, reprenant espoir et s'acharnant plus que jamais sur eux dans une croisade qui n'aura de fin qu'avec leur complète disparition, dans un acharnement rarement égalé. Ainsi, Enzio, capturé donc en 1249, mourra en prison à Bologne plus de 20 ans après, en 1272, malgré des tentatives de libération. Mais pire encore que l'enfermement, il devra ainsi endurer le triste spectacle de la mort progressive des différents membres de sa maison, sans rien pouvoir y faire. Conrad, l'aîné des fils légitimes, mourra de fièvre en 1254 à 26 ans, en se battant pour son héritage impérialo-sicilien. Henri, son jeune demi-frère, subitement à 15 ans, peut-être même sur ordre de Conrad. Frédéric, dit d'Antioche, fils naturel, en 1256, durant le siège de Foggia, toujours pour asseoir le pouvoir sicilien face aux invasions pontificales. Manfred, devenu régent puis roi de Sicile en 1258, restaurant brièvement mais brillamment le pouvoir Stauffen dans le sud de l'Italie, commençant même à lorgner le reste de la botte, mourra au combat en 1266, refusant de fuir et disparaissant dans la mêlée face à la croisade du nouveau terrible champion du pape, le frère de Louis IX, Charles d'Anjou. Car si Louis est longtemps resté neutre, voire occasionnellement a même soutenu les Stauffen, son ambitieux frère Charles, lui, en sera l'implacable bourreau. Ainsi, de fait, les jeunes fils de Manfred, capturés par Charles juste après la mort de leur père en 1266, le plus âgé ayant alors 4 ans, sont aussitôt enfermés jusqu'à leur mort dans des conditions innommables, dit-on, couverts de chaînes, mal nourris, devenant à moitié fous et aveugles. L'un, Anselme, mourra en 1301, l'autre, Henri, en 1318, sans avoir revu la lumière du jour, tandis que le dernier, Frédéric, parvenu à s'échapper, finira ironiquement sa vie en 1312, là où son illustre grand-père avait autrefois des amis, en Égypte. Donc définitivement pour la douceur angevine, on repassera. Vous avez pas été trop sec au moins? Comment ça, trop sec? Bah oui, ils ont fait une connerie, mais enfin c'est des mômes. Ah bah je les ai vendus, moi. Vendus? Bah oui, Venec m'a fait un prix pour le lot. Il a embarqué le tout, merci mon chien. Mais où il les a embarqués? Oh, c'est rien, moi. Peut-être à Rome, pour les jeux du cirque. Mais enfin, vous êtes pas bien? Enfin, Conradin, fils de Conrad, qui tente peu après la défaite de Manfred de s'emparer du trône sicilien de ses ancêtres, soutenu par tout ce que l'Italie du nord au sud compte encore de gibelins, véritable menace pour le pape et son champion donc, connaîtra, suite à une nouvelle défaite militaire face aux Angevins à Tagliacozzo en 1268, un sort ignominieux pour un rejeton royal et qui choque à l'époque autant qu'aujourd'hui. Trahi et capturé, il est décapité peu après en public sur ordre de l'usurpateur Charles d'Anjou. Il avait 16 ans. Et avec lui s'éteint la lignée masculine de Frédéric, tandis que, dit-on, un aigle, symbole impérial, vole au-dessus de l'échafaud du dernier des Stauffen. Le dernier, vraiment? Déjà, Frédéric eut d'autres enfants naturels, évaporés dans la nature, et surtout se seraient oubliés les dames. Ainsi, Constance, la fille de Manfred, pour ne citer qu'elle, et son mari Pierre d'Aragon, profitent de l'insurrection de 1282 en Sicile, les vêpres siciliennes, qui secouent durablement le joug angevin que la population ne supporte plus, pour s'emparer du trône. L'Aragon, dès lors, s'intéressera tout particulièrement à la Sicile et au sud de l'Italie pour les siècles à venir, d'abord via l'un des deux fils de Constance et Pierre, qui assura la régence, voire même qui porta la couronne sicilienne, et qui, éloquemment, s'appelait lui aussi Frédéric. Et qui sait, lui-même n'est peut-être pas mort. Du moins, c'est ce qu'on croit alors, dur comme fer, et pour longtemps. Sa mort soudaine, comme celle de son grand-père, ainsi que leur croisade, leur homonymie et leur lutte contre la volonté de pouvoir grandissant de l'Église autant que contre les cités lombardes, tout ça leur a valu l'immortalité.
En effet, avec toute l'intensité religieuse de la période, prophétie de Joachim de Flore à l'appui, on finira par se persuader que les deux Frédéric, qui devinrent progressivement un seul et même empereur dans l'imaginaire collectif, n'étaient pas morts, et patientant endormi sur la montagne du Kyffhäuser tandis que sa barbe poussait à travers la table, devait revenir en allié des pauvres pour achever son combat contre l'Église décadente et ramener la chrétienté à la simplicité et la pureté de l'Église des premiers temps. Et puisqu'avec cet acharnement anti-impérial de la part de l'Église pendant des décennies, l'Empire va connaître après la mort de Frédéric ce qu'on appelle le Grand Interrègne, où de 1250 à 1273, malgré de nombreux candidats, le trône impérial reste vacant, il sera repris par le premier d'une nouvelle prestigieuse lignée, les Habsbourg, eh bien on croit d'autant plus fermement que Frédéric est toujours vivant, potentiellement réfugié avec ses chevaliers dans l'Etna, où d'autres légendes disent que c'est le roi Arthur qui sommeille. On croit tellement à sa survie, dites-vous, qu'au-delà de quelques aventuriers se faisant évidemment passer pour Frédéric après sa mort, on a même la trace en 1257 de 6 personnes pariant sur sa survie devant notaire. Bon, il y en a quelques-uns qui risquent d'être déçus quand même. L'article, ça va pas vous plaire, c'est en latin. Dis. Les datatum temporis sont... Oh non, j'aime pas. Mais c'est foutu, je vous dis, bordel. C'est foutu, je veux dire. Il y a des lois, merde. Surtout la famille, ils rigolent pas. Et on peut comprendre cette nostalgie des Stauffen. Avec leur chute, l'empire hérité de Charlemagne, dont Frédéric fut peut-être au sein du Moyen-Âge le plus illustre successeur, perd pour longtemps de sa puissance et se décentralise de plus en plus, au profit des princes. Le Regno aussi, ruiné par les guerres, et pas tellement remis à flot par les nouveaux envahisseurs angevins qui cherchent surtout à en faire un tremplin pour de nouvelles conquêtes méditerranéennes, et la croisade, progressivement vidée de sa substance et dévoyée de son but religieux initial au fur et à mesure du XIIIe siècle, pour n'être plus qu'une arme politique pontificale, ne vise désormais plus jamais, ou presque, la Terre Sainte, où précisément les États latins d'Orient seront définitivement éradiqués avant même la fin du siècle. Avec la chute des Stauffen, donc, c'est bel et bien tout un Moyen-Âge qui disparaît, tandis qu'entre des royaumes de plus en plus centralisés, où la raison d'État prime sur l'entraide chrétienne, un essor de la puissance et l'indépendance des communes au détriment de l'aristocratie féodale classique, notamment en Italie, l'essor de la notion d'individu, et une église d'autant plus décriée qu'elle est de plus en plus imbue de son pouvoir et fastueuse dans ses représentations, surtout après sa victoire sur l'empereur, eh bien on se dirige de plus en plus vers ce qui fera la transition entre le Moyen-Âge et la période moderne. Il n'y a qu'à voir comment, à titre personnel, en étudiant les guerres italiennes de Frédéric, je n'avais pas l'impression d'être au XIIIe siècle, mais bien de retrouver celles de François Ier et Charles Quint au XVIe, d'autant plus d'ailleurs que de fait les guerres d'Italie trouvent leur origine dans celles de Frédéric et du pape. Sans celle-ci, jamais les rois de France, via la maison d'Anjou, n'auraient eu de revendications sur le royaume de Naples, par exemple. Ainsi donc, ne serait-il pas plus logique de voir en Frédéric, au lieu du souverain en avance sur son temps qu'on nous vend le plus souvent, un monarque au contraire tout ce qu'il y a de plus médiéval, mais victime de la mauvaise presse que lui firent l'Église et ses autres détracteurs? C'est simple, il n'y a qu'à éplucher les mythes qui l'entourent, qui ont la peau dure, et voir ce qui reste après comparaison avec tout ce qu'on a raconté jusqu'ici. Typiquement, le légendaire empereur est souvent présenté déjà comme un pacificateur, ne serait-ce que par sa reprise improbable de Jérusalem. Mais dans ce cas, autant plutôt lui reconnaître des mérites diplomatiques. Parce qu'à côté de ça, quand au nom de son projet politique unificateur et centralisateur, il a fallu tabasser les populations musulmanes de Sicile pour les déporter ensuite en Italie, ou écraser les Lombards, ou les troupes pontificales, ou zigouiller les rebelles, les hérétiques, les otages, les religieux, les nobles récalcitrants, il s'est pas spécialement taillé une réputation de tendre parmi ses contemporains, hein. Après, chacun sa manière de pacifier, j'imagine. Le seul moyen de les fédérer, c'est de tout cramer. Il y en a un qui fait un peu le mariole, mais les autres ils se tiennent à carreau, je vous fais remarquer. Oui, jusqu'à ce que ça pète. Justement, avant que ça pète, il faut que je règle la question. Que les autres comprennent qu'on peut pas venir me souffler dans les branches comme ça. Je vous balancerai tous ces cons requins, moi, ça serait vite fédéré. Absolument que j'évite la révolte. Cramer tout. Il n'y aura pas de révolte. Ce qui nous permet d'enchaîner avec un autre mythe qui du coup passe moins bien aussi, celui de sa tolérance, terme qui déjà, comme on l'avait abordé dans la série sur les croisades, n'a pas trop de sens au Moyen-Âge. Au mieux est-il simplement un héritier du cosmopolitisme sicilien et sud-italien existant sous ses ancêtres. Et encore, juifs et musulmans n'avaient pas pour autant les mêmes droits que les chrétiens par exemple, même après la promulgation des révolutionnaires constitutions de Melfi. Et ce fameux cosmopolitisme sicilien, que ce soit à la cour ou à travers le royaume, était en large déclin sous son règne par rapport à ce qu'il était du temps de Roger II, de moins en moins de musulmans, de juifs, de grecs, etc. Ainsi, comme le souligne David Aboulafia, le règne de Frédéric II marque la fin, et non le renouveau, de la coexistence ou du vivre ensemble dans son royaume méridional. Et quitte d'ailleurs à lui refourguer des qualités anachroniques, un autre mythe à la dent dure est celui qui en fait un souverain moderne, au regard notamment
des fameuses constitutions de Melfi, ou de sa prétendue tolérance, de son intérêt pour les sciences, etc. Certes, mais enfin à d'autres égards, il était largement plus souvent conservateur que novateur. Il n'y a qu'à voir par exemple sa volonté de restaurer le plus possible l'Empire romain, ou comment 1/5 seulement des constitutions de Melfi prétendument révolutionnaires étaient nouveaux, le reste s'inspirant des lois romaines, canoniques, byzantines, normandes, etc. De même, certes, il muselle les barons du Regno, cherchant à briser ainsi une part du féodalisme du royaume sicilien pour mieux centraliser, mais enfin aussi pour mieux s'appuyer seulement sur quelques familles aristocratiques loyales triées sur le volet, auxquelles il va marier ses fils et ses filles par exemple, tout comme en Allemagne, où on le voit s'appuyer traditionnellement sur le pouvoir des princes. A l'inverse, en Italie comme en Allemagne, s'il favorise la croissance économique des villes qui lui est profitable, il refuse systématiquement leur velléité de pouvoir grandissante, et cherche au contraire à les étouffer, là où par exemple les Capétiens ont l'intelligence de les favoriser pour mieux appuyer ensuite leur pouvoir royal dessus. Bref, mythe d'un souverain d'autant plus moderne donc qu'il serait presque avant l'heure un prince de la Renaissance, voire des Lumières, au vu de son attrait pour les sciences, la raison, l'observation, etc. Bon, déjà, ces pensées ont pas mal été émises à l'époque où on pensait que le Moyen-Âge était une période très obscurantiste, ce qui n'était pas une super idée. Ensuite, il y a le problème du danger de l'anachronisme, les Lumières, c'est quand même pas spécialement un truc du XIIIe siècle. Et surtout, les Lumières, même si on les prend seulement sur un plan théorique, ça vient avec des idéaux de liberté, d'égalité, de droits de l'homme, etc. Ce qui n'était pas non plus toujours son fort, aux monarques autocratiques se voulant quasi absolus, voire divins. Et comme on l'a vu, certes il envoie du pâté côté sciences et culture, mais enfin comme toutes les cours de l'époque, et moins que d'autres, notamment dans la péninsule ibérique. Et pour finir, dernier mythe à la dent très dure pour le coup, bien qu'on en fasse souvent un athée, voire un hérétique, un anticlérical en tout cas, voire parfois carrément, parce que pourquoi pas un musulman, il était au contraire, je pense qu'on l'a suffisamment répété, profondément chrétien, considérant qu'il devait son titre impérial à la divine providence et que ses excommunications étaient injustes au vu de sa mission impériale divine et de son destin quasi miraculeux depuis l'enfance. Remember, he's suffering from delusions of grandeur. In reality, he's a member of the ruling class. Naturally, he's come to believe there's only one person grander than that, the Lord God Almighty himself. Et il n'y a qu'à voir comment il persécuta les hérétiques, fit construire la cathédrale d'Altamura, parti en croisade, avant justement de vouloir y retourner plusieurs fois, voire d'y prendre sa retraite, sans compter que si le Gonze avait vraiment voulu bouffer du curton, je rappelle qu'il a eu 2-3 occasions comaques pour se débarrasser du pape, ce qu'il n'a jamais fait, contrairement à d'autres souverains médiévaux dont on n'a jamais dit pourtant qu'ils étaient en avance sur leur temps. Bref, loin de tous ces mythes assez infondés, il semble donc avoir plutôt été à pas mal d'égards, pour citer David Aboulafia, un monarque chrétien conventionnel régnant de manière médiévale conventionnelle. Point. Ces mythes, eux, qui certes ont fait sa légende et l'ont rendu célèbre jusqu'aujourd'hui, attirant le regard des intellectuels à travers le temps, notamment ceux qui s'élevaient contre l'Église, ne semblent être finalement que le résultat de la guerre acharnée que précisément lui a fait l'Église en soi dès sa naissance, via notamment une intense propagande cherchant à le noircir à tout prix, quitte à lui reprocher des traits de caractère qui étaient pourtant assez communs aux monarques de la période. Ainsi, quand Joachim de Flore prophétise fin XIIe siècle qu'il sera assimilé à l'Antéchrist, c'est encore un enfant. Et si l'assimilation est faite, c'est uniquement parce qu'il est l'héritier, dans une moindre mesure, des Hautes-Villes, vassaux rétifs, puissants et ambitieux du pape, devenu roi de droit divin menaçant les frontières papales, et surtout l'héritier des Stauffen, peut-être la famille la plus redoutée et détestée de la curie romaine depuis le XIIe siècle. Comment dès lors Frédéric, si près d'accomplir tous les rêves et espoirs dynastiques de ses aïeux germaniques comme normands, comment aurait-il pu s'en sortir, autrement qu'en luttant toute sa vie contre l'appétit grandissant de l'Église, ou à l'inverse en se soumettant avec humiliation à celle-ci, ce qui impliquait donc de trahir ses devoirs envers ses États et envers ses prédécesseurs, chose d'autant plus inenvisageable que dans sa conception du pouvoir, ça aurait été sacrilège. Pas étonnant donc que pendant des siècles, ecclésiastiques et pro-pontificaux en tout genre lui aient taillé une légende noire, tout en cherchant coûte que coûte à occulter son importance et ses apports dans la politique européenne et méditerranéenne de son temps. Et ce, à l'inverse, par exemple, de Louis IX, né et mort 20 ans précisément après lui, qui tout en consolidant lui aussi puissamment son pouvoir, et en sachant garder ses distances avec le pape quand il le fallait au vu de la raison d'État, n'en fut pas moins canonisé à l'inverse dès 1297, incarnant dès lors le souverain très chrétien par excellence, occultant carrément Frédéric dans la mémoire collective comme le monarque européen majeur du XIIIe siècle. Et pourtant, comme le résume Sylvain Guggenheim, les attaques et les calomnies déversées sur le comte de Frédéric II lui ont conféré une stature exceptionnelle. En s'acharnant à voir en lui un être diabolique, la papauté l'a érigé en figure tragique et intemporelle.
Pour le paraphraser, je dirais même que l'Église l'a peut-être certes empêché, en tant qu'antéchrist de faire advenir la fin des temps, ou en tant qu'empereur des derniers jours de restaurer le christianisme et l'Empire dans leur pureté originelle, mais que ce faisant, et plus encore, en voulant à tout prix effacer de l'histoire ce terrible autant que superbe lion germano-sicilien pour mieux le vouer aux limbes et à l'oubli, elle l'a, bien malgré elle au contraire, entre mémoire et légende, entre démon et messie, rendu immortel, errant éternellement dans les enfers, comme Dante le décrira un demi-siècle à peine après sa mort, spectre impérial damné, hurlant à jamais sa frustration de n'avoir pu accomplir, qu'elle ait été apocalyptique ou rédemptrice, ce qu'il estimait être sa mission divine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires, par mail ou sur Blue Sky, puisque je suis sur Blue Sky. Merci également à celles et ceux qui soutenaient financièrement la chaîne, que ce soit sur Tipeee ou sur KissKissBankBank. Je ne vous remercierai jamais assez, je le dis à chaque fois, mais ça permet à la chaîne de vivre et moi avec, donc franchement, merci, surtout à une époque où, mine de rien, YouTube est en perte de vitesse, moi avec, mais bon, je commence un peu à reprendre du poil de la bête, et où globalement, l'inflation étant ce qu'elle est, je comprends très bien que la majorité d'entre vous et d'autres chats à fouetter que de faire vivre un saltimbanque derrière son écran. Donc pour celles et ceux qui le font encore, vraiment je vous remercie infiniment. Si vous en avez vous aussi l'envie et les moyens, vous pouvez faire un don sur l'un de ces deux sites. J'espère vraiment que cette trilogie vous a plu, parce qu'elle était extrêmement importante à plein d'égards pour la chaîne et pour moi. Déjà parce que de toute façon je l'avais annoncé, ce sujet j'avais annoncé que je voulais le traiter depuis 9 ans, dans le cadre évidemment des croisades, mais comme vous voyez il y avait plein d'autres choses à dire. Ça nous a permis donc de parler croisade, de parler de cette période qu'on évoque souvent, qui est la transition entre deux périodes du Moyen-Âge, l'une comme vous l'avez vu, plus portée sur l'entraide chrétienne, etc., et une autre beaucoup plus individualiste, entre guillemets, qui est fondée sur la notion de raison d'État et d'individu aussi. Donc, ça nous a permis d'aborder plein de sujets annexes, comme par exemple de contextualiser un peu plus les missions dominicaines et franciscaines envoyées à partir du Concile de Lyon, justement, chez les Mongols. Ça me permet aussi, par avance, de pouvoir contextualiser un peu plus le voyage de Rabban Saoma que je veux étudier depuis longtemps, et qu'on fera, je sais pas, j'espère qu'on le fera, mais je pense qu'il peut venir assez vite dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, mais du coup vous m'avez compris, bref, ça peut venir. Ça nous a permis aussi de parler un peu plus de la politique européenne de l'époque, chose qu'on a assez peu faite, mine de rien, jusqu'ici, parce que quand on évoquait tous les sujets historiques qu'on a pu aborder, on était plus centré sur l'Orient, etc., tout ça. Là, on était en plein dedans, ça nous a permis de parler un peu plus du Saint-Empire romain germanique, qu'on n'avait quasiment jamais abordé, les querelles des investitures, le fonctionnement de l'Église elle-même, de la papauté, etc. Donc, c'était assez important de pouvoir poser ces jalons-là pour éventuellement d'autres travaux par la suite. Ça permet évidemment donc de parler des Angevins, qui seront donc utiles quand je parlerai de Rabban Saoma, tout ça, mais pas que, ça peut parler aussi de Byzance, c'était intéressant de pouvoir poser un gros jalon sur le XIIIe siècle, avec, si je dis pas de conneries, 3 bonnes heures 30 à peu près de vidéos. Et évidemment, c'est très important pour moi, puisque, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai été prénommé d'après ce personnage historique qui fascinait mon père. Et mon père attendait depuis très longtemps que je traite ce sujet, donc j'avais particulièrement envie de le faire, j'avais particulièrement envie de lui dédier cette trilogie, et c'est devenu d'autant plus important pour moi que durant cet hiver, tandis que j'écrivais la trilogie, que mon père attendait donc vraiment impatiemment depuis très longtemps, c'est le sujet qu'il voulait le plus voir traité sur cette chaîne, 2 mois jour pour jour après l'anniversaire de la mort de Frédéric, il a soudainement disparu. Et donc rien de très surprenant à ce que j'ai été à partir de là complètement habité par le fait de mener cette trilogie à bien, même plutôt obsédé par ça, et qu'il me tenait vraiment très à cœur de la publier, de la faire la plus jolie possible, la plus réussie possible. C'est peut-être l'œuvre que j'ai écrite la plus littéraire, la plus théâtrale, la plus
spectaculaire, j'en ai même fait parfois un peu trop, la plus cinématographique aussi, puisque j'ai pris beaucoup de plaisir à aller chercher des extraits dans des œuvres que j'aime bien, et pas forcément des extraits drôles cette fois, puisque vous l'avez vu d'ailleurs, il y avait pas mal de Peter O'Toole, puisque voilà, j'aime beaucoup Peter O'Toole, et c'était amusant, au début c'est venu par hasard, mais je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'extraits, pas mal de rôles qu'il a joués, qui pouvaient très bien s'insérer dans l'histoire de Frédéric II, c'est pourquoi vous avez vu Peter O'Toole sous pas moins de 5 rôles différents dans cette trilogie, ce qui me permet une fois de plus de vous montrer à quel point Peter O'Toole est génial. Bref, voilà, tout ça coïncide également avec mes 30 ans, qui ont eu lieu il y a quelques semaines, quelques mois, et d'autre part, les 10 ans de la chaîne, qui auront lieu le 9 août prochain, mais qui, à l'heure où je vous parle là maintenant, comment dire, certes n'existait pas, puisque la première vidéo n'avait pas été publiée, mais la chaîne en soi existait déjà, puisque moi, j'étais déjà en train d'écrire la première vidéo, donc voilà. J'ai 30 ans, la chaîne en a 10, je finis sur une trilogie très personnelle, alors je finis cette décennie, rassurez-vous, je finis cette décennie sur une trilogie très personnelle, je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir par la suite, alors j'ai plein d'idées, ça on en parlera un peu après, mais voilà, c'est histoire de marquer le coup, je suis un premier cycle qui se termine, et c'est très bien comme ça. Pour la suite des vidéos, donc, évidemment, il y aura celle sur le Castel d'Almonte, ce fameux château construit par Frédéric II, qui, vous le verrez, ressemble à plus d'un titre à son maître, et à l'histoire de son maître. Je vous ai aussi proposé de faire des vidéos sur les barbaresques, les régences d'Afrique du Nord, avec notamment les frères Khegreddin Barberousse et son frère Oruch. Ce sera l'occasion de retâter un peu du monde pirate et du monde ottoman, on fera ça en costume, ça pourrait être sympa. M'est venue aussi l'idée de faire une vidéo, un hérodothèque, comme on en avait fait à l'époque sur Franck Copane, et son bouquin sur les croisades, eh bien ça m'a donné envie de travailler sur Sylvain Guggenheim, que j'ai cité à la fin de cette trilogie, puisqu'il a écrit une super biographie de Frédéric II, et qui est un historien controversé, on va dire, parce qu'il a fait polémique à l'époque avec un bouquin qui s'appelait Aristote au Mont-Saint-Michel, et dès lors il s'en est pris plein la gueule, alors que c'est aussi, par plein d'égards, un historien très consciencieux et très qualitatif. Par exemple, son bouquin sur les Teutoniques est super. Donc j'aimerais bien justement parler de ça, parce que Sylvain Guggenheim a sorti très récemment un bouquin sur les croisades, en partenariat d'ailleurs en co-direction avec Martine Aurel, qui est décédé il y a peu, donc ce sera doublement l'occasion d'en parler, qui était lui aussi un immense médiéviste. Et si j'ai particulièrement envie de faire cette vidéo sur Guggenheim et son bouquin sur les croisades, c'est parce que donc Guggenheim, de par ses polémiques, est souvent associé, à l'extrême droite. Or du coup, un historien que je sais très consciencieux pour avoir lu donc ce bouquin sur Frédéric II et pour avoir eu d'excellents retours sur son bouquin sur les Teutoniques par exemple, et je vais feuilleter un peu dans ce qu'il a fait d'autre, je sais qu'il a écrit un bouquin sur Constantinople en 1453, tout ça. Bref, ça m'intéresse particulièrement de voir ce qu'un historien d'extrême droite, extrêmement consciencieux en même temps, va dire de ce phénomène historique à précisément une époque où le fascisme revient quand même à pleine balle. Donc ça va être intéressant à étudier. Et voilà, donc ça m'a traversé l'esprit, donc ça ce sera peut-être dans les mois qui viennent. Je vous ai donc parlé de Rabban Saoma, il y a d'autres voyages potentiels que je pourrais faire, bref, les sujets ne manquent pas. J'envisageais un moment de me dire, bon, est-ce que, voilà, on a fait un triptyque Frédéric II, est-ce qu'on fait pas un triptyque sur sa némésis, Louis IX, avec notamment Jacques Le Goff, tout ça. Il y a un bouquin qui est sorti récemment sur précisément Saint-Louis et relire la biographie monumentale de Saint-Louis par Jacques Le Goff, mais bon, je suis pas fan forcément du personnage déjà, on va aussi pas mal répéter de choses qu'on a vues ici, donc je sais pas trop, mais voilà, ça m'a traversé l'esprit. Il y a toujours plein de trucs qui me traversent l'esprit après, donc faut pas trop m'écouter. Enfin voilà camarades, du coup, suite au prochain épisode, qui je pense donc sera a priori vers la rentrée, alors septembre, peut-être octobre, là je vais lever le pied un peu. J'espère que vous passez un bel été, que vous travaillez ou non, j'espère que vous vous portez bien. Je vous remercie encore infiniment pour ces 10 années, j'aimerais toujours vraiment faire aussi une vidéo pour fêter ça, alors j'aimerais trouver des idées originales, et puis qui vous rendent honneur aussi, puisque sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc j'aimerais bien trouver une belle idée pour marquer le coup, au-delà donc de la trilogie, d'une FAQ, de machin de trucs, etc. Donc je continue à réfléchir pour faire un truc qui détonne un peu. Mais voilà, je vous remercie infiniment pour m'avoir écouté pendant 10 piges, pour m'avoir soutenu pendant 10 piges, pour m'avoir aidé, m'avoir encouragé, m'avoir corrigé. C'était une sacrée page d'aventure, je sais pas s'il y en a encore pour 10 ans, j'aimerais bien, mais je pense pas. C'était génial, j'espère que ce sera encore génial, et je ne vous remercierai vraiment jamais assez, camarades. Donc voilà, portez-vous bien, profitez bien de cet été, que vous travaillez ou non, encore une fois. Prenez soin de vous, et je vous embrasse. J'ai pas envie de vous dire ciao, cette fois j'ai envie de dire je vous embrasse.